vous avez typiquement avec la blockchain exactement, à mon sens, ce qui s'est passé avec les valeurs des nouvelles technologies auxquelles on ne comprenait pas grand-chose non plus avant les années 2000. Et c'est pour ça que ça avait donné lieu à des excès de valorisation. Parce que quand vous avez des entreprises ou des objets qui sont des produits qui sont radicalement nouveaux, il est très difficile de donner une valeur. D'accord ? Pour que vous puissiez valoriser un actif financier sur le marché, il faut quand même que vous ayez une idée de ce qu'est sa valeur fondamentale. D'accord ? Alors, je reviens juste là-dessus. Lorsque, sur les marchés financiers, on échange des actions ou des obligations, en gros, la valeur fondamentale d'un actif, que ce soit une obligation ou une action, c'est la somme actualisée des flux de revenus futurs que peut vous rapporter cet actif. Pour une action, ça va être la somme de tous les dividendes que vous allez percevoir sur toute la durée de détention de l'action, plus le prix de revente à terme, mais si vous détenez votre action très très longtemps, ça se néglige. Et puis pour les obligations, c'est la somme de tous les intérêts, les flux d'intérêts que vous allez percevoir pendant toute la durée de détention de l'obligation. D'accord ? Donc de manière générale, la valeur fondamentale d'un actif, c'est l'ensemble, enfin la somme actualisée des flux de revenus futurs. Alors c'est très important quand même, quand on investit dans les marchés boursiers, d'avoir quand même cette idée de valeur fondamentale en tête, parce que si jamais le prix du titre que vous avez envie d'acheter se trouve supérieur à la valeur fondamentale, vous ne faites pas une bonne affaire, vous perdez de l'argent. D'accord ? Vous perdez de l'argent parce que la rentabilité que vous allez tirer de cet investissement, ça ne correspond pas à la valeur réelle de cet actif. D'accord ? Enfin, plutôt, le prix auquel vous avez acheté cet actif est trop élevé par rapport à l'espérance de rentabilité que vous pouvez en tirer. Bon. Donc, en général, les investisseurs qui agissent à la bourse, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Ceux-là, ils sont dits fondamentalistes, mais ceux qui raisonnent comme ça ont quand même un repère en tête. C'est-à-dire que quand les prix d'un actif commencent à trop monter, ils arrêtent d'acheter parce qu'ils se disent non, là ça ne va pas, c'est trop cher par rapport à la valeur fondamentale, j'achète pas, je vais perdre de l'argent. Donc, ça permet quand même d'ancrer les prix des actifs vers une valeur, on dirait, normale. D'accord ? Ça permet que les prix ne se déconnectent pas trop. Si vous avez sur les marchés financiers une majorité d'acteurs qui fonctionnent comme ça, vous avez des marchés financiers qui sont relativement stables. À condition, alors, là, il y a deux conditions. Pour ça marche quasiment jamais sur les marchés financiers, ou pas beaucoup. Les deux conditions, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait une majorité d'acteurs comme ça. Or, sur les marchés financiers, la plupart du temps, les acteurs ne sont pas fondamentalistes, ils sont plutôt mimétiques. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à acheter un peu comme le voisin achète. Voilà. Ah bah tiens, si tout le monde se met à acheter du titre bidule, moi aussi je vais le faire parce que sinon, j'ai l'impression de rater une occasion vraiment d'être un plouc. Dans ce milieu, il ne faut pas être un plouc. Hein. Donc voilà, c'est... souvent, ils ont un comportement mimétique. Et puis, la deuxième condition, c'est qu'il faut pouvoir donner une valeur fondamentale aux actifs. Bon, très difficile de donner une valeur fondamentale sur des actifs qui sont portés par des technologies ou des innovations radicalement nouvelles. D'accord ? C'était le cas des technologies Internet avant 2000, et c'est encore pire avec le Bitcoin, parce qu'on ne sait absolument pas exactement ce que c'est. C'est pas tout à fait une monnaie, donc on peut pas... La valeur d'une monnaie, c'est assez simple. Hein, dans une économie fermée, la valeur d'une monnaie, c'est son pouvoir d'achat. C'est-à-dire, c'est l'inverse, je ne vais pas dire du niveau général des prix, mais en tout cas des prix de tous les marchandises que vous avez l'habitude d'acheter. En gros, la valeur de la monnaie, c'est ça. Bon, c'est pas le cas avec le Bitcoin, je vous ai dit, ça ne fonctionne pas en économie fermée, donc ça ne marche pas. C'est pas un actif financier non plus, c'est pas une action, c'est pas une obligation. Donc, c'est pas relié à une entreprise. Donc, difficile. C'est pas vraiment une devise non plus. Je vous ai dit, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État derrière ça. Donc, on ne peut pas non plus appliquer une théorie de formation des taux de change. Donc, en fait, on n'a rien. On n'a absolument rien à quoi on peut se rapprocher pour essayer de déterminer une valeur fondamentale. Donc, c'est absolument pas étonnant qu'on ait eu une bulle spéculative sur cet objet-là, qu'on a hyper mis sur le devant de la scène
avec batterie médiatique, marketing et tout ce que vous voulez. Et puis, mine de rien, une petite industrie naissante avec un ensemble de startups qui avait quand même grandement intérêt à ce que les prix augmentent. Donc, puis c'est un petit marché, hein, on se demande aussi s'il n'y a pas des problèmes de manipulation. C'est un marché qui est absolument non réglementé, donc il peut y avoir aussi des problèmes de manipulation de cours, de façon à faire monter artificiellement les cours du Bitcoin. Et puis, je dirais, il y a un critère aussi qui explique cette financiarisation qui est beaucoup plus de fond. C'est que depuis la fin des années 70, début des années 80, vous savez, on est passé d'un capitalisme qui était un capitalisme fordiste sur toute la période de croissance d'après-guerre, hein, régime fordiste, c'est-à-dire production de masse, consommation de masse avec un État-providence largement redistributif, c'est-à-dire avec une distribution de revenus qui permettait d'absorber cette production de masse. Bon, et on est passé, ça a basculé fin des années 80 avec une crise de l'État-providence, un recul de l'État, une libéralisation de beaucoup de secteurs de l'économie et notamment du secteur financier, ce qui fait qu'aujourd'hui on est passé à un capitalisme de régime financier, un capitalisme patrimonial. D'accord ? Et dans ce capitalisme patrimonial, la finance a pris énormément d'importance, les comportements de spéculation ont pris énormément d'importance et les gens ont plus tendance à placer leurs économies, leur épargne, sous la forme de titres plutôt que sous la forme de placements bancaires pépères. D'accord ? Bon, donc il y a un engouement quand même, il y a un engouement pour les produits boursiers, pour les investissements boursiers. Il y a aussi quand même dans la société des valeurs qui sont, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, la principale valeur, c'est l'argent, gagner de l'argent rapidement. Donc on est quand même dans une société où la cupidité prend une place importante. Donc dès qu'on repère un objet sur lequel il y a beaucoup de rentabilité, des cours qui montent très vite, avec des possibilités de gagner de l'argent très rapidement et sans rien faire, eh bien, on s'y engouffre. Alors, aussi bien les professionnels de la finance que les citoyens ordinaires. Voilà. Et si en plus vous faites un peu de pub là-dessus, avec une petite vidéo de Nabila qui va être regardée par des millions de... Ah non, mais voilà. Donc là, on arrive au pic de la bulle juste avant décembre. Voilà. Et effectivement, c'était complètement délirant, hein, parce que c'est évidemment à ce moment-là, je me suis dit, ça fait quand même 4 ans que je travaille sur le Bitcoin, il va peut-être falloir que j'en achète pour que j'essaie de m'en servir. Et manque de peau, c'était le moment de la pleine envolée des cours, et il y avait une queue mais monumentale à la maison du Bitcoin. On ne pouvait pas accéder à la maison du Bitcoin à moins d'attendre. Je verrai ça quand ça sera retombé, et je vais attendre encore un peu, ça retombe un peu. Voilà. Donc, la question majeure aujourd'hui, c'est monnaie ou actif spéculatif. Clairement, ça ne fonctionne pas comme monnaie. Très très rapidement, en fait, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, lorsque vous avez une volatilité des cours, c'est-à-dire lorsque vous avez toujours ce principe de conversion du Bitcoin dans des devises officielles, c'est très très difficile d'utiliser le Bitcoin comme unité de compte. Alors, je vous donne un exemple très très simple. Vous êtes un commerçant et, allez, pour être hyper à la mode, vous acceptez d'être payé en Bitcoin et vous libellez vos produits en Bitcoin. Alors, le problème, c'est que ça veut dire que vous allez percevoir des recettes en Bitcoin et si les cours sont extrêmement volatiles, si ça peut s'effondrer du jour au lendemain et qu'à côté de ça, vos coûts de production, hein, c'est-à-dire l'électricité, le loyer de votre passeport, le paiement de vos salariés, tout ça, c'est toujours en euros, en devise officielle. Donc ça, ce sont des coûts fixes, hein, en euros. Ben, si vous avez un cours du Bitcoin qui est beaucoup trop fluctuant, c'est trop incertain. D'accord ? C'est déjà compliqué quand on œuvre à l'international d'avoir un risque de change avec des devises comme le dollar, des grandes devises officielles
c'est déjà compliqué et en fait, il y a énormément d'instruments financiers, de techniques financières et de marchés qui se sont développés pour permettre une couverture contre ce risque de change, alors que ce sont quand même des devises officielles et les fluctuations ne sont pas énormes non plus. Alors imaginez avec du Bitcoin qui fluctue et avec une volatilité monumentale, c'est impossible. Donc en fait, la plupart des commerçants qui ont fait cette expérience, qui ont essayé d'accepter les paiements en Bitcoin, ont arrêté très rapidement parce que c'est impraticable. D'accord? Bon, en plus, imaginez-vous que le cours du Bitcoin, donc je crois qu'il est actuellement à 7, je sais plus, ça doit être 7000, un truc comme ça, je sais plus très bien. J'avais regardé la semaine dernière, mais... Je crois qu'il était à 4000. Ah bah oui, bah alors il a encore... voilà. Si c'est 4000, c'est déjà pas mal, mais alors quand c'était au plus haut de la bulle, c'était presque 20 000 $. Alors imaginez, pour acheter votre barre de chocolat avec des bitcoins, vous devez manipuler des chiffres comme 0,000. Alors ça, il y a plein de... Il y a des comment dire, des gens qui font de la neuroéconomie, qui s'intéressent à ces choses-là et qui ont montré que dès qu'il faut manipuler des zéros après la virgule, l'esprit humain ne peut plus. Voilà. On a une capacité cognitive qui est limitée et en fait, ce qu'on ne peut plus faire, alors bien sûr, on peut quand même calculer, je veux dire, avec des zéros après la virgule, c'est pas ça. Mais surtout, ce qui devient compliqué, c'est de comparer les prix. En fait, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Voilà. Donc, c'est très difficile de s'en servir comme unité de compte. Sur la fonction d'instrument d'échange, le principal problème du Bitcoin, c'est l'engorgement du réseau et c'est une capacité quand même assez faible à traiter un gros volume de transactions. Le système Bitcoin n'a pas été fait et pensé pour traiter de gros volumes de transactions. Donc en fait, le réseau ne peut pas. Et il s'engorge très vite quand il faut traiter des masses de transactions importantes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les délais de dénouement des transactions sont très longs, ou alors il faut accepter de payer des frais de transaction très élevés si vous voulez voir se dénouer votre transaction dans un temps correct. Alors évidemment, payer des frais de transaction élevés, c'est pas du tout ce qui était annoncé au départ, et c'était un des arguments marketing du Bitcoin, c'est-à-dire pouvoir payer avec des frais de transaction réduits. Bon. Donc ça ne fonctionne pas, et quand on compare la vitesse de traitement du réseau Visa, Bitcoin c'est vraiment extrêmement faible, et ça ne tient pas la route une seconde. Alors, attention, c'est une technologie qui est très jeune, c'est une technologie qui est en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de gens qui sont toujours dans une espèce de bouillonnement créatif. Donc, évidemment, il y a pas mal de travail sur l'amélioration du réseau, sur l'amélioration notamment en ce qui concerne la vitesse des transactions, avec création d'autres solutions que le Bitcoin. Donc, il y a eu des... Enfin, le Bitcoin a fait des petits, hein, en gros. Et notamment un nouveau réseau qui s'appelle le Lightning Network, qui permettrait donc un dénouement des transactions dans des délais plus corrects. Voilà. Bon, donc, il y a des améliorations constantes, mais voilà, le fait est que ça ne fonctionne pas très bien comme monnaie, et le fait que ça se soit financiarisé, c'est encore un frein supplémentaire, parce que là, on tombe dans quelque chose qui est assez bien connu chez les théoriciens de la monnaie, qui s'appelle l'ambivalence de la monnaie. Alors, en fait, très rapidement, l'ambivalence de la monnaie, c'est très simple. Pour que la monnaie fonctionne et qu'elle serve d'une économie d'échange, il faut qu'elle soit dépensée. Si elle est thésaurisée, les échanges sont bloqués, hein, on ne la dépense plus, les échanges sont bloqués, et donc là, on peut avoir une crise économique, une crise de débouché. D'accord? Donc, si on insiste trop sur la fonction de réserve de valeur, la monnaie cesse d'être dépensée, elle est trop thésaurisée, parce qu'on s'en sert pour épargner ou alors pour placer son argent en espérant que ça rapporte des petits. Et en revanche, voilà, il faut absolument qu'elle soit dépensée. Donc là, avec le Bitcoin, on tombe en plein dans l'ambivalence de la monnaie, parce que la fonction de réserve de valeur a été exacerbée, et par la construction même du Bitcoin, c'est-à-dire que ceux qui ont pensé le Bitcoin
l'ont vu essentiellement comme une réserve de valeur. Alors, je pense qu'ils sont certainement extrêmement forts en cryptographie, en informatique et en tout ce qu'on veut, mais pas en théorie de la monnaie. Ils n'ont pas assez bossé la théorie de la monnaie. Et voilà, donc ils ont trop insisté sur la réserve de valeur et du coup, ça donne une monnaie qui devient un actif et qui est thésaurisée.